La course à pied. C'est simple, c'est accessible, des millions de gens en font. Mais il y a cette question qui revient tout le temps, cette ombre au tableau. La blessure. On pensait tous connaître le coupable. Le fameux trop, trop vite. La surcharge chaque semaine. On avait même des outils, des indicateurs savants sur nos montres pour l'éviter. Et pourtant, une nouvelle étude massive vient de tout remettre en question. Et si on s'était trompé de coupable depuis le début? C'est exactement ça. On a là une publication toute fraîche de juillet 2025 dans le British Journal of Sport Medicine. Et c'est du lourd. Les chercheurs ont eu accès à une mine d'or, les données de plus de 5200 montres Garmin. Et sur 18 mois. Donc là, on ne parle plus de carnet d'entraînement rempli à la main, on a les vraies données. Et notre but aujourd'hui, c'est de plonger là-dedans pour voir ce qui nous blesse, réellement. Et leur approche, ce qu'ils appellent le paradigme de la science unique, ça pourrait bien tout changer. D'accord. Mais avant d'aller vers ce nouveau suspect, revenons un peu en arrière. La sagesse populaire, la plupart d'entre nous, on a grandi avec la fameuse règle des 10%. Oui, ne pas augmenter son volume de course de plus de 10% par semaine. C'est la base. Et puis, la technologie a voulu rendre ça plus scientifique. Avec des indicateurs plus complexes, c'est ça? Exactement. Le plus connu, c'est le ratio charge aiguë sur charge chronique. On l'appelle souvent ACWR. C'est un concept qui, sur le papier, est très logique. C'est même au cœur des algorithmes de nos montres. Ah oui, je vois très bien. Ma montre me parle tout le temps de charge, d'équilibre, si je suis en surmenage, c'est bien ça? J'avoue, j'ai jamais vraiment cherché à comprendre la logique derrière. C'est tout à fait ça. Et l'idée est assez élégante en fait. On compare la charge de la semaine, qui vient de s'écouler, la charge dite aiguë, Uhum. à la moyenne des 3 ou 4 semaines d'avant. Ça, c'est la charge chronique, ce à quoi le corps est habitué. D'accord. Et si le ratio est trop haut, le risque de blessure est censé augmenter. La théorie, c'est que la blessure vient d'une accumulation d'un stress progressif sur plusieurs semaines. Ça se tient. On stresse le corps, mais pas trop, pour qu'il s'adapte et progresse. Mais voilà, les chercheurs, eux, ont décidé de regarder complètement ailleurs. Ils ont posé une question presque trop simple. Et si on ratait l'essentiel? Si le vrai danger, c'était pas la semaine, mais une seule et unique sortie? C'est le cœur de leur nouvelle hypothèse. Ils ont en quelque sorte zoomé. Oubliez la moyenne sur plusieurs semaines, leur mesure principale de risque, c'est beaucoup plus direct. Ils comparent la distance d'une seule course à la plus longue course faite dans les 30 jours précédents. On ne regarde plus le volume, on regarde le pic, le saut. Une seule séance. C'est à la fois simple et un peu angoissant. Alors, avant de voir les résultats, qui sont ces coureurs? Est-ce qu'on peut s'identifier à eux? C'est une excellente question. Le profil type, c'est un homme, il y en a presque 8 sur 10, âgé de 45 ans en moyenne, qui vit en Europe ou en Amérique du Nord. Donc un profil de coureur amateur assez classique, quoi. Et surtout, ce qui est important, c'est que 35% d'entre eux, soit 1820 personnes, ont déclaré une blessure. Donc on a un échantillon très très large avec des données concrètes. D'accord, le décor est planté. Les chercheurs ont cette nouvelle loupe, cette idée de se concentrer sur la sortie la plus longue. Alors quand ils appliquent ça aux données, qu'est-ce qu'ils trouvent? Des chiffres. Des chiffres très très clairs. Ils ont classé les augmentations de distance, ces fameux sauts, et mesuré l'augmentation du risque. Prenons comme point de référence une sortie qui est stable en distance ou même un peu plus courte que d'habitude. Ok, ça c'est la zone de sécurité. Et si on en sort? Si on fait ce qu'ils appellent un petit pic, c'est-à-dire une augmentation de 10 à 30% de sa plus longue sortie, le risque de blessure grimpe de 64%. Attendez, 64%? Pour un petit pic? C'est déjà énorme. On ne parle pas de doubler sa distance, là, juste de la pousser d'un petit quart. Exactement. On est déjà dans une zone de danger très significative. Et ça continue. Pour un pic modéré, donc une augmentation de 30 à 100%, le risque monte de 52%. Et pour le grand pic, alors là c'est quand on fait plus du double de sa plus longue distance, le risque explose, plus 128%. 128%. C'est dingue. Ça me rappelle cette fois où, sur un coup de tête, j'ai suivi un ami sur sa sortie longue. Elle faisait 5 ou 6 kilomètres de plus que ma distance habituelle. Sur le moment, tout allait bien. Mais après, j'ai traîné une douleur au genou pendant 3 semaines. Je comprends mieux pourquoi maintenant. C'est l'illustration parfaite. C'est la sortie du dimanche matin un peu trop ambitieuse qui est la plus dangereuse. D'ailleurs, le graphique 3A de l'étude est limpide. C'est une relation dose-réponse. Plus le saut de distance est grand, plus la courbe du risque monte en flèche. Conclusion très forte. Mais alors, ça laisse une question. Qu'en est-il des anciennes méthodes?
Le fameux ACWR de ma montre, le suivi à la semaine. Est-ce que ça marche un peu ou ouais, pas du tout? Et c'est là qu'on arrive à la vraie bombe de l'étude. Quand ils ont analysé les indicateurs hebdomadaires classiques, ils n'ont trouvé aucune association avec une augmentation du risque de blessure. Aucune. Ça veut dire que ça ne sert à rien de surveiller ça. C'est encore plus troublant. Pour l'ACWR, ce n'est pas juste qu'il n'y avait pas d'augmentation du risque, c'est qu'une charge hebdomadaire plus élevée était associée à une diminution du risque. Les graphiques de l'étude le montrent très bien, les courbes sont plates ou même descendantes. Une seconde, que je comprenne bien. Ça veut dire que l'indicateur que ma montre utilise, celui qui est censé me protéger, me dire si je m'entraîne trop, non seulement il ne fonctionne pas pour prédire les blessures, mais il pourrait me dire l'exact opposé de la réalité. Il me dit « Bravo, ta charge augmente », alors qu'en fait je fonce droit vers une blessure. C'est précisément la conclusion dérangeante de cette étude. L'outil peut créer un faux sentiment de sécurité. On peut avoir un ACWR parfait, être dans la fameuse zone optimale, et en même temps faire une sortie beaucoup trop longue qui, elle, fait exploser le risque. Ça contredit frontalement la logique intégrée dans des millions d'appareils. C'est fou. Comment les chercheurs expliquent un résultat aussi contre-intuitif? Leur hypothèse, c'est que l'ACWR mesure peut-être autre chose. Il mesure sûrement bien la condition physique générale. Une charge chronique élevée, ça veut dire qu'on est en forme. Et être en forme, globalement, ça protège des blessures. D'où la baisse du risque. Mais cet indicateur serait complètement aveugle au vrai déclencheur. Le stress mécanique, soudain et excessif, sur les tissus pendant une seule séance. Il regarde la forêt et il rate l'arbre qui va nous tomber dessus. D'accord. Donc le conseil pratique à retenir semble simple en fait. On oublie les calculs compliqués à la semaine et on se concentre sur une seule chose. Ne pas augmenter sa sortie la plus longue de plus de 10% par rapport à la plus longue du mois précédent. C'est la nouvelle règle d'or. C'est une ligne directrice très très puissante qui émerge, oui. Les auteurs le recommandent d'ailleurs explicitement. Mais attention, ce n'est pas non plus une formule magique. Ils apportent des nuances. Par exemple, parce que si je fais, disons, 5 sorties de 8 km cette semaine, au lieu de 3 la semaine dernière, mon volume a beaucoup augmenté, mais tant que je ne fais pas une sortie de 12, mon risque ne bouge pas. Ça me paraît un peu étrange. C'est une excellente objection. Et les auteurs en sont conscients. D'abord, même une progression plus modeste, entre 1 et 10%, montre une petite tendance à l'augmentation du risque dans leurs données. Ce n'est juste pas statistiquement significatif. La zone la plus sûre, c'est vraiment de ne pas augmenter, voire de diminuer un peu. Et deuxièmement, l'étude se focalise sur une seule séance de pointe. Elle ne dit rien sur l'effet cumulé. Répéter des augmentations, même petites, peut être excessif. Le bon sens reste de mise, quoi. Et j'imagine qu'il y a des limites à l'étude, comme toujours. Tout à fait, il faut rester critique. Les blessures étaient auto-déclarées. C'est un premier point. Et surtout, et ça c'est majeur, seule la distance a été mesurée. Pas l'intensité, pas la vitesse, pas le dénivelé. Une sortie de 15 km à plat n'a pas le même impact que 15 km en montagne, évidemment. Enfin, c'est une étude observationnelle. Elle montre une corrélation très forte, mais pas un lien de cause à effet définitif. Et la population est spécifique. Des utilisateurs de Garmin, plutôt masculins. D'accord, donc si on fait le bilan, on ne jette pas tout à la poubelle, mais on déplace radicalement notre attention. On passe d'une obsession pour le volume hebdomadaire à une vigilance de tous les instants sur la sortie la plus longue. Le vrai danger, c'est cette unique séance trop ambitieuse. C'est la meilleure synthèse qu'on puisse faire. Notre compréhension du trop vite évolue vers trop d'un seul coup, ou trop aujourd'hui. L'attention se déplace de la surcharge chronique qui s'accumule vers la surcharge aiguë qui se produit en quelques heures. Le danger n'est plus tant dans le plan d'ensemble que dans l'exception. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question un peu provocatrice. Cette étude montre que les outils de suivi comme l'ACWR, qu'on a dans des appareils qui coûtent cher, pourraient non seulement être inefficaces, mais carrément nous induire en erreur, nous donner un faux sentiment de sécurité. Alors, si les outils sur lesquels on s'appuie nous orientent peut-être dans la mauvaise direction, quelles autres croyances, quelles autres règles d'or de l'entraînement mériteraient d'être, elles aussi, passées au crible des données ?